En tout cas, merci de nous accorder un moment, d'autant que les heures sont comptées maintenant. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, les heures sont comptées, oui. Et est-ce que vous savez ce que vous faites après? Alors, j'ai des projets, mais je ne peux pas encore officiellement les annoncer parce que j'attends toujours l'avis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc, je les avais saisis d'un premier avis, enfin un pré-avis sur un petit peu les conditions générales, parce que c'est vrai que la plupart de mes prédécesseurs étaient plutôt proches de la retraite, en fait. Et donc, je les ai ressaisis sur un projet là plus précis, mais j'ai toujours pas la réponse. Donc, voilà, il faut un certain temps, en fait. D'accord, bon, bon, on va patienter un peu. Ce que j'aurais aimé, c'est que vous nous dressiez peut-être un bilan un petit peu plus exhaustif que celui que vous avez fait lors de votre pot d'adieu, Mhm. et voir quelles pistes vous proposez à vos successeurs, s'il y en a plusieurs. J'avais Va- noté en particulier que vous disiez que vous constatiez plutôt que les projets qui sont soumis à la commission depuis quelque temps ne tiennent pas ou peu compte de l'adaptation, de l'accès aux ressources et que ça nous semble Ouais, assez problématique. d'accord. Oui, ça, c'est autre chose, effectivement. Alors, en fait, peut-être que ce que je vais faire, c'est finalement partir de la trame du discours et développer. Sur les projets, donc vous avez eu les chiffres hein, sur le fait qu'on a eu quand même du x6 en 5 ans. Donc, on est passé grosso modo de 13 saisines de la CNDP par an à 83, enfin 80, grosso modo, ce qui fait qu'on a été obligé de nettement améliorer nos procédures. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est deux choses. La première, je vais partir de la nature du projet, après, enfin non, d'abord la nature de la mission et ensuite la nature du projet. La mission de la CNDP, pendant longtemps, ça a été quand même d'organiser des débats publics. C'était ce qu'on attendait d'elle. Donc, elle était très connue pour être une instance d'organisation. Euh, le fait qu'on ait eu x6 en sollicitation, qui sont quand même liées directement à l'évolution du droit de la participation suite à la réforme de 2016, ça nous a obligés à changer de posture et peut-être à beaucoup plus réfléchir à ce que nous disait le droit. Et en fait, on est vraiment passé d'une instance d'organisation à une instance de garantie de droit du public, la garantie donc d'être bien informé, de pouvoir participer à l'élaboration des projets. Et très concrètement, ça s'est traduit par le fait que auparavant, l'essentiel des missions de la CNDP, c'était les débats publics, donc ce qu'elle organise elle-même. Aujourd'hui, voilà, l'année dernière, on a eu 158 procédures en cours pendant toute l'année. Sur les 158 procédures, il y avait 2 débats publics. L'essentiel, c'est des concertations, c'est-à-dire que c'est les maîtres d'ouvrage qui organisent eux-mêmes la procédure participative et nous, on donne des garants pour vérifier que le droit des participants est bien respecté. Donc, c'est vraiment une autre posture. Ça veut dire que c'est une posture qui nous oblige à beaucoup plus s'appuyer sur le droit et les principes et donc en avoir une lecture beaucoup plus stricte et surtout homogène sur l'ensemble du territoire. Parce que si vous avez 13 procédures, vous pouvez les suivre une à une. Si vous en avez 158 sur l'ensemble de l'année, parce qu'en fait 158, c'est parce qu'il y en a qui durent plusieurs années parfois. Et ben là, vous êtes obligé de vraiment avoir un cadrage global, des principes partagés par tout le monde, des procédures qui font qu'on est sûr que tout le monde dit bien la même chose. C'est ce qui nous a amené à faire des modes d'emploi, à faire des formations de tous les garants, non seulement la première fois qu'on les nomme dans le vivier de garants, mais aussi à chaque mission. Ce qui nous a amené à avoir une personne qui, à plein temps, les suit, à plein temps, si ils ont un problème, ils se tournent vers elle, mais surtout, c'est la personne qui relie tous les bilans pour bien vérifier que les bilans qu'on écrit sont quand même conformes aux principes et aux droits. Donc, ça, c'est voilà, la nature de la mission de la CNDP, elle a quand même profondément changé à cause de cette amplification en fait de son activité. Et puis le deuxième point, c'est sur la nature des projets. En fait, dans l'histoire de la CNDP, on le voit assez bien. Il y a eu au début de la CNDP, c'était beaucoup de transport.
beaucoup, lignes ferroviaires, autoroutes. Donc, vraiment, c'était l'essentiel de l'activité. Au début, quand je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait un petit peu de transport, mais on a eu quand même une grosse phase sur l'éolien en mer, donc tous les projets énergétiques, les grands projets portés par l'État. Donc, on a notre interlocuteur, très souvent, c'est l'État, en fait. C'est très souvent l'État et notamment le ministère sur les grands projets. Et puis là, en fin de mandat, ce qu'on a depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est les gros équipements industriels. Donc, on a là des maîtres d'ouvrage tout à fait nouveaux qui n'avaient pas du tout l'habitude de la participation, parce que c'est tous ces industriels qu'en fait l'État français est un peu allé chercher pour porter des projets industriels qui accompagnent la décarbonation de l'ensemble du système. Donc ça va être les panneaux solaires, les batteries, la production d'hydrogène, la production de biocarburants pour l'aviation, le captage-stockage de carbone. Enfin, le champ est important, mais c'est vraiment des industriels qui sont pas toujours français, donc ils connaissent pas nécessairement bien nos procédures. Et qui, du coup, la première fois qu'ils sont confrontés à la dimension participative, ils tordent un peu le nez quand même. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait pas prévenu. Ils font un peu la tête. Et puis, c'est amusant de voir que ceux qui, finalement, semblent être les plus éloignés de la participation, parce que ça fait pas partie de leur culture et c'est pas des maîtres d'ouvrage historiques, et à la fin des fins et à la fin de la concertation, ils sont extrêmement positifs. C'est-à-dire que souvent, ils nous disent merci parce qu'en fait, on a vu des problèmes grâce à la concertation qu'on n'aurait pas pu voir sans la concertation. On a beaucoup mieux compris comment territorialiser notre projet et ils sont très bons élèves. Ils sont vraiment très, très bons élèves. Ils sont très, vous leur dites tiens, il faudrait faire ci, ils le font automatiquement. Donc ça, c'est assez marrant. Je dois dire que c'est une expérience qu'on n'avait pas eue pendant les 3 années précédentes et qu'on a eu les 2 dernières années et qui est assez étonnante. Et donc ça, c'est sur l'évolution des chiffres et des différents projets que la CNDP a eu connaître. Donc ça, c'est la dimension, j'allais dire, très positive de l'histoire. La dimension moins positive de l'histoire, c'est que, évidemment, au cours de ces dernières années, dans la foulée de la loi ASAP et de toute la culture d'accélération des procédures que cette loi voulait porter, il y a eu quand même beaucoup de recul sur le droit de la participation. Les reculs sur le droit de la participation, ils ont concerné évidemment l'enquête publique, avec la mise en place de la procédure de participation par voie électronique, avec ou sans garant, qui est extrêmement problématique parce que rien que par le constat qu'en fait, il y a quand même une grande partie, pas mal de monde qui n'a pas accès au numérique, c'est 14% de la population, et c'est bien difficile de savoir quelle procédure en cours si elle n'est que numérique, mais ça nous a touchés nous aussi. Puisque, mais peut-être que je radote, mais vous me le direz si je radote, mais la possibilité pour les citoyens, par exemple, d'exercer un droit d'initiative pour demander une participation sur un projet, aujourd'hui, elle est réduite quasiment à néant parce qu'avant, les citoyens avaient 4 mois pour s'organiser, pour lancer cette procédure. Aujourd'hui, ils n'ont que 2 mois, ce qui fait que matériellement, c'est quasiment impossible de s'organiser. Le deuxième élément extrêmement important, ça a été quand même le doublement des seuils au-delà desquels la participation est obligatoire, donc au-delà desquels la saisine de la CNDP est obligatoire. Et ce doublement de seuil, je pense qu'il explique en grande partie un certain recul de notre activité sur le champ des projets obligatoires. C'est-à-dire que cette année, les projets obligatoires, donc au-dessus des ont quand même reculé, ça c'est une évidence, mais c'est très certainement directement lié à l'évolution des seuils financiers. Il y a peut-être aussi évidemment une incertitude économique et politique parce que ça a été une année électorale. Mais enfin, il est fort probable qu'il y ait aussi l'impact des seuils. Alors heureusement, ça a été compensé par une très forte augmentation qu'on a vue sur ces 5 ans en fait des saisines volontaires. C'est-à-dire que sur ces 5 ans, ce qu'on a vu croître, qui maintenant prend autant de place que les saisines obligatoires, c'est les saisines volontaires pour des missions de conseil, de recommandations, qui sortent complètement du champ de l'environnement, qui vont être dans le champ de la santé, dans le champ de l'alimentation. Alors, pour la mise en place de ZFE, vous allez me dire c'est dans le champ de l'environnement, mais il n'y a pas de participation, il n'y a pas de saisine obligatoire de la CNDP dans ce cadre. Et donc, ça, par contre, en 1 an, ça a cru de 66%. C'est devenu vraiment
bonne partie de nos missions et c'est super intéressant parce que c'est des défis méthodologiques, évidemment. C'est en général, on vient nous voir pour des sujets qui ne sont pas nécessairement très, très faciles, sinon on passerait par nous. Ça pourrait amener la commission à avoir son champ d'action élargi. Les deux faits, parce que ces saisies volontaires, elles sont prévues dans le cadre de l'article L121 du Code de l'environnement. Donc, de fait, effectivement, notre champ d'intervention est élargi, mais ça pose la question, effectivement, de savoir si, du coup, on ne peut pas reconnaître, en fait, le rôle de la CNDP au-delà du Code de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, en fait, toutes les missions de la CNDP, elles sont inscrites dans le Code de l'environnement, donc dans le champ de l'environnement. Mais ce que l'on voit bien en pratiquant ces différentes procédures, c'est que les principes, les objectifs, les méthodes, ils sont les mêmes, qu'on soit dans le champ de l'environnement ou pas dans le champ de l'environnement. Donc, c'est extrêmement intéressant, en fait. Et ce qui fait que pour l'avenir de la CNDP, pour répondre un peu à votre question, il y a plusieurs éléments. En fait, il y a deux voies qui sont possibles. Il y a cette voie qui consiste à dire, bon, bah, ça y est, on est garant de la participation du public. Donc, cette mission de garantie, de haute autorité de la participation, on peut la faire dans le champ de l'environnement comme dans d'autres champs. Donc ça, c'est une première voie. Et on a une deuxième voie qui consiste à dire et à constater que à côté de la démocratie participative, il y a la démocratie environnementale et que un des points faibles de cette démocratie environnementale, c'est le droit à l'information. Et donc, de faire beaucoup plus dans ce champ spécifique de l'environnement, de rester dans le champ de l'environnement, mais de faire beaucoup plus, par exemple, en se rapprochant, voire en s'associant complètement avec l'autorité environnementale, qui nous permettrait d'avoir des informations beaucoup plus solides sur les questions environnementales ou avec d'autres structures d'expertise qui sont reconnues avec toute cette difficulté qu'on a aujourd'hui sur la contestation des structures d'expertise. Mais on a vraiment deux champs possibles d'évolution de la CNDP. Si on est d'ailleurs dans le champ de l'environnement, si on reste dans le champ de l'environnement, une des possibilités serait non seulement d'améliorer le droit à l'information, mais peut-être d'aller plus loin à la suite d'une concertation préalable ou d'un débat public pour apporter les garanties d'un dialogue permanent qui permettent d'apporter des solutions aux points qui auront été soulevés. C'est-à-dire une mission qui pourrait être une mission peut-être de conciliation ou une mission de vraiment co-élaboration du projet avec le public. Là, vous ne risquez pas de piétiner les plates-bandes des CLI, par exemple? Des quoi? Des CLI? Alors, oui et non. En fait, le seul rôle de la CNDP là-dedans, ce serait d'être vraiment l'instance qui peut mettre autour de la table les différents acteurs. Nous, on n'est pas une instance d'expertise, donc on ne peut pas dire ça c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais créer les conditions du dialogue, ça on peut faire parce que comme on est un tiers neutre et contrairement à une CLI, on n'a pas en fait d'intérêt des parties prenantes dans notre fonctionnement. C'est beaucoup plus facile pour nous et cette condition de neutralité et d'indépendance, on voit qu'elle devient essentielle dans le dialogue démocratique. C'est vraiment la première chose qu'on nous demande, c'est mais vos garants, qu'est-ce qu'il est fait et vous êtes payé comment et vous êtes vraiment neutre, vous n'avez vraiment pas écrit telle chose sur tel sujet, donc c'est vraiment la première chose qu'on nous demande. Donc c'est un peu en vrac, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop rapide. Non, non, du tout. Je crois me souvenir qu'il y a eu des récentes tentatives parlementaires de supprimer la CNDP. C'est quelque chose de nouveau ou ça revient régulièrement? Ça revient régulièrement. Il y a régulièrement des amendements qui reviennent d'ailleurs très souvent de l'Assemblée nationale. Il y en avait eu... Je me souviens que, écoutez, là, en 5 ans, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je vois ce type d'amendement. Souvent pour un mauvais diagnostic, d'ailleurs. Alors, il y a 2 éléments. Il y a ceux qui veulent supprimer la CNDP parce que c'est la mission de la CNDP qui ne leur plaît pas. Il y a ceux qui veulent supprimer la CNDP parce que c'est son statut qui ne leur plaît pas. Au Sénat, on sait que, et Gérard Larcher l'a encore dit récemment, ils ne sont pas fans du tout des autorités administratives indépendantes. Donc, que ce soit la CNDP ou autre chose, c'est le statut qui leur pose problème.
À l'Assemblée nationale, ce qu'on a beaucoup plus entendu, c'est plutôt par rapport à la critique de la mission, avec une critique qui est, mais de toute façon, c'est une double critique, hein. Il n'y a pas de légitimité du public à élaborer la décision. Donc, il y a des élus pour ça, on n'a pas besoin du public. Ça, c'est la première critique. Et la deuxième critique, c'est pour améliorer la qualité de la décision. De toute façon, le public n'a pas d'expertise, il n'est pas compétent. Dans ces conditions, ça ne sert à rien de le faire participer aux décisions. Ça, c'est la deuxième critique que l'on entend et que l'on a. Alors, à chaque fois, à chaque fois, si je veux être honnête, les cas où on a proposé la suppression de la CNDP étaient directement ou indirectement liés à des débats sur des questions nucléaires. C'est-à-dire que le dernier que j'ai en tête, c'était pendant l'avant-dernier, pardon. C'était pendant le débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2018. Et là, c'était Julien Aubert, défenseur de l'énergie nucléaire, qui avait dit non, ça ne sert à rien le débat public, la CNDP, ça ne sert à rien, donc autant supprimer la CNDP. Et là, sur l'amendement qui a été discuté mais rejeté récemment, eh bien, ça a été exactement le même cas. C'était juste à la suite du débat nucléaire avec une argumentation qui porte sur le fait que l'expertise du public finalement n'apporte rien à la décision. Puis ça a l'air de toujours venir du même camp, ce genre d'amendement. Alors, moi, je fais un lien entre les débats sur le nucléaire et le dépôt de ce type, effectivement, de texte. De là à dire que ça vient du même camp, je m'avancerai pas plus que ça, mais je constate que. Vous disiez l'autre jour que vous aviez l'impression que les porteurs de projets qui soumettent des projets à la commission n'appréhendaient pas finalement le futur proche ou à moyen terme, notamment pour ce qui concerne l'accès aux ressources ou voir les effets des changements climatiques. Ouais. Ce qui m'a beaucoup frappé, alors c'était évidemment lié à tous ces grands projets industriels, parce que tous ces grands projets industriels, ils reposent évidemment sur des ressources naturelles, mais c'était surtout ceux qui reposent sur les questions des enjeux de biomasse ou qui ont des gros besoins en eau. C'est que effectivement, quand on voit pour chaque projet les masses en jeu et les besoins en ressources, on se dit mais est-ce que ça tient? C'est-à-dire si on fait du biocarburant pour l'aviation en s'appuyant sur la biomasse, certes, on nous dit que c'est en fait des rejets dans les forêts, c'est-à-dire ce qu'on n'utilise pas, mais tous les projets mis bout à bout, est-ce que réellement ça tient? Alors qu'en parallèle, on voit beaucoup d'études qui attestent du fait que la biomasse, et notamment la forêt, ne se renouvelle plus, pour différentes raisons, mais qu'elle ne se renouvelle plus. Quid des projets qu'on peut voir, par exemple, d'hydroélectricité ou de refroidissement des centrales nucléaires, bien évidemment, alors que on voit que les étiages baissent. Donc, c'est vraiment, en fait, ce sujet, moi, qui en fait rejoint une autre préoccupation qu'on avait eue sur l'éolien en mer, qui est d'avoir un peu plus de visibilité sur ce que, au global, représente cette transition écologique qui est engagée. On s'est fixé tout un tas d'objectifs. Qu'est-ce que ça donne au global? C'est-à-dire que le travail qui a été fait, qui va être fait de planification de l'éolien en mer, est-ce qu'il ne faut pas le faire sur d'autres sujets? On veut réindustrialiser. Il y a la Commission européenne là, qui vient de déposer son projet de règlement NZRIA. Je ne sais plus exactement dans quel sens on met toutes les lettres, mais ok, très bien, mais ça, concrètement, qu'est-ce que ça nécessite comme ressources? À quel calendrier on envisage ces différents projets? Donc, cette planification un peu globale, mais beaucoup plus territorialisée que celle qu'on voit aujourd'hui, elle me semble vraiment indispensable et de donner au public de la visibilité sur ce que ça va, non seulement ces paysages, mais les paysages de la transition écologique, mais surtout qu'est-ce que ça va exiger comme ressources. Et ça, c'est une mission qui pourrait échoir à qui? C'est le rôle de l'État de réfléchir là-dessus? Oui, c'est très clairement le rôle de l'État. Oui, c'est sûr que c'est très clairement le rôle de l'État, mais j'allais dire que son rôle est d'être un chef d'orchestre parce que la vraie connaissance
des ressources et des capacités à faire, elle est sur le terrain. Elle est vraiment sur le terrain. Ça nous avait beaucoup frappé sur le débat Oriseo. Le débat Oriseo, je ne sais pas si donc, le débat, les fameux 1000 hectares de panneaux solaires au sol. Pendant ce débat, il y a une partie des opposants qui a dit, mais finalement, regardez dans le SRADET, cette capacité, vous l'avez en utilisant que les friches, notamment les friches industrielles disponibles. Puisque dans le SRADET, quand on regarde les chiffres, ça colle. Et donc, il y a un travail qui a été fait pour aller voir si c'était vrai. Et au-delà du fait que les friches, évidemment, elles se situent dans des lieux qui sont plus éparpillés, donc compliqué de faire le même projet. Mais au-delà de ça, en fait, on s'est aperçu que le réel potentiel était dans un rapport de 1 à 10. Donc, c'est pour ça que cette connaissance beaucoup plus fine du terrain, que même les SRADET n'arrivent pas aujourd'hui à appréhender, elle est indispensable pour qu'on ait une vision claire de l'avenir qu'on est en train d'écrire. Et puis, elle est indispensable pour la territorialisation des projets, parce que ça aussi, je l'ai dit, c'est quand même impressionnant, mais vraiment impressionnant. Le même projet dans 2 endroits différents va être reçu de manière extrêmement différente, avec des arguments différents. Donc, cette vision tout à fait linéaire de la France uniforme et cet idéal d'un pays uniforme, il est quand même battu en brèche par la réalité. La réalité, c'est que non, il va y avoir des projets qui pourront tout à fait voir le jour à un endroit et d'autres pas du tout. On est, je crois, à la 3e génération de contrats entre l'État et les collectivités locales pour essayer d'accélérer les projets locaux de transition écologique, énergétique. Il y a eu un récent rapport rendu par 4 inspections générales sur les dernières en date qui ne donnent pas plus satisfaction que les 2 précédents. Est-ce qu'il y a moyen finalement d'encadrer un petit peu cette transition écologique localement pour donner aux collectivités tous les moyens d'ingénierie dont bénéficient l'État et ses opérateurs, tout en ayant d'un autre côté une vision plus fine du territoire, de ses ressources, de ses compétences et puis des envies et des besoins des populations? C'est difficile de vous répondre parce que moi, je suis légitime à répondre que vraiment sur le champ qui est le nôtre et ce qu'on connaît. Or, nous ne sommes pas associés à ce type de projet. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la bonne échelle de participation, c'est la métropole, voire l'interco. C'est très bien en dessous aussi, mais évidemment, là, l'ampleur des projets dont on parle, c'est difficile d'en parler à l'échelle d'une commune. Donc, une interco est une très bonne échelle pour en parler. Sauf que, évidemment, les intercos, elles ne sont pas compétentes et elles n'ont pas l'ingénierie pour ce type de démarche participative. Donc, oui, règle numéro 1, doter les intercos ou en tout cas créer l'ingénierie nécessaire pour la participation du public et je dirais l'information environnementale au sens large à une échelle beaucoup plus fine du territoire. Et donc, par je veux dire, une structuration beaucoup plus forte entre l'échelle interco et l'échelle régionale. Moi, j'étais sur l'échelle régionale, surtout Île-de-France et plus encore dans les autres régions qui sont énormes. C'est une échelle très éloignée du terrain. Donc, pour mener à bien ce travail effectivement de diagnostic territorial, en fait, c'est vraiment ça. C'est une échelle qui peut être une échelle de compilation, mais c'est pas à cette échelle-là que ça va pouvoir s'écrire. Donc, ça, c'est clair que la question de l'ingénierie, on l'a tous identifié. Je lisais une interview de Boris Ravignon sur le sujet, mais on a tous identifié comme une question centrale pour mener à bien toutes ces démarches de transition qu'on envisage et je confirme. Après, pour la transition, enfin, vous voyez, hein, il y a vraiment 2 écoles. Hein. Il y a l'école de la transition descendante. On a des objectifs nationaux à tenir, donc on dit à chacun ce qu'il doit faire et puis voilà. Et on le fait au plus vite et on simplifie les procédures et on impose. Ou il y a une échelle qui est la démarche ascendante, qui est celle à laquelle je crois, mais je dirais que là, j'ai presque une vision politique sur ce sujet, hein, parce que j'ai toujours porté la décentralisation, donc je ne change pas d'avis, qui viserait au contraire à se dire, si on veut quelque chose de durable et qui réellement va pouvoir voir le jour sur le terrain, partons du détail du terrain, quoi. Allons voir si réellement ce qu'on dit est faisable concrètement sur le terrain et quelles sont les capacités des différents territoires. Mais si on prend le cas de l'adaptation et de l'atténuation,
aujourd'hui les régions, qui sont également les chefs de file Ouais. de la lutte contre le réchauffement, on va dire. Ces régions, elles ont de l'ingénierie, les délégations régionales de l'ADEME aussi, le CEREMA aussi, etc. Mais en bout de chaîne, il n'y a plus personne. Alors, Ouais, c'est ça. comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut faire le lien? Non, mais c'est ça le vrai sujet. En bout de chaîne, il n'y a plus personne. C'est ça le sujet. Déjà, il y a beaucoup d'ingénieries qui sont un peu éparpillées dans différentes instances. Deuxièmement, en fait, on a un droit qui est mal foutu, mais vraiment mal foutu, puisque ce terme de chef de file et l'autre terme juridique de prise en compte, c'est des termes mous qui n'ont jamais existé dans le droit. Ça a été des créations au moment où on a créé ces différents schémas, parce que on n'a jamais été capable, justement, d'arbitrer entre cette vision descendante et la vision ascendante. Donc, on a créé des monstres juridiques. Hein. La prise en compte et le chef de file, ça n'existe pas juridiquement. Et qui font que concrètement, oui, pour avoir été vice-présidente d'une région, je peux vous dire qu'effectivement, on ne voit pas comment ça marche. Alors qu'il y a des régions qui annoncent, alors qu'il y a des régions, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, qui a lancé, là pour le coup, un diagnostic de l'adaptation assez bien foutu. Occitanie a fait la même chose, Bretagne aussi. Oui. Alors, derrière, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Ça, c'est un élément auquel aujourd'hui je crois beaucoup parce qu'on a beaucoup raisonné en termes d'atténuation. Maintenant, le raisonnement prioritaire qu'il faut avoir, c'est celui de l'adaptation. Voilà, on peut plus se permettre de parler d'atténuation. Le véritable enjeu à très court terme, c'est l'enjeu d'adaptation. Cet enjeu d'adaptation est par sa violence, parce qu'on s'est tous fait surprendre quand même par la question de l'adaptation, et par sa violence et son caractère extrêmement concret, il va de toute façon rebattre les cartes de cette organisation-là. Il va imposer des choix, il va imposer des prises de décision. Donc, je pense que prendre le sujet de la transition écologique par le sujet de l'adaptation est vraiment une bonne méthode aujourd'hui. Enfin, je me souviens qu'il y a 3 ans, c'était Michel Papalardo qui m'en avait parlé. Et là, j'avais un peu tordu le nez. C'était dans nos discussions personnelles, parce qu'on se connaît depuis longtemps. C'était dans nos discussions et j'avais tendance à dire non, mais attends, adaptation. Mais en fait, elle avait 100% raison. Il faut prendre le sujet par la question de l'adaptation. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même aussi nettement lié au fait qu'ils avaient déjà historiquement créé une espèce de GIEC local avec Hervé Le Treut, mais et ils ont quand même un engagement assez historique sur ce sujet. Mais ce serait bien qu'effectivement, on ait d'autres régions qui se dotent à peu près des mêmes moyens. Et autant on arrive à parler de ça en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, peut-être un peu dans les Hauts-de-France, mais peut-être moins en Occitanie. En Occitanie, ils font pas mal. Hein. Autant on voit dans nos différents projets que nous, on a quand même une grosse diagonale du vide. Je parle, mais peut-être que mes confrères et consoeurs voudraient se joindre aussi à la discussion. Y a-t-il des questions à ce moment du débat, on va dire? J'ai cru entendre Dominique Martin-Ferrari, mais j'ai peut-être... Oui, mais je ne sais pas très bien comment ça marche aujourd'hui. Je vois plus de... Bon, simplement, puisqu'on m'entend, je corrigeais un tout petit peu cette remarque sur l'Occitanie. L'Occitanie, vous savez, a été une des régions qui a grandi démesurément et qui fait partie des 4 régions qui ont été agrandies en dernière sorte. Et étant dans le Languedoc-Roussillon, je peux vous dire que l'Occitanie ne mesure absolument pas les problèmes d'adaptation du Languedoc-Roussillon. Donc, les citer comme région en pointe me gêne beaucoup. C'est quand même une région qui essaye de faire, c'est quand même une région qui cherche, qui a créé, on les a accompagnés sur leur convention citoyenne. C'est quand même des initiatives qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres régions. Voilà, on n'a pas vu ça nécessairement dans d'autres régions. Donc, certes, peut-être que c'est insuffisant, peut-être que... Mais c'est surtout une différence géographique, culturelle, qui est
enfin, on parlait des territoires et du savoir des territoires, et justement, géographiquement et même à tous les niveaux, l'adaptation ne peut pas se faire d'une manière universelle. Et On est même si théoriquement, l'Occitanie a effectivement sorti des textes et même mis en place des gouvernances, elle a une mauvaise connaissance de son terrain propre. En fait, on dit un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une région qui cherche à faire là où d'autres ne cherchent pas nécessairement à faire. Et ma remarque visait surtout à dire que nous, on voit quand même que cette diagonale du vide, elle existe toujours. Et le deuxième point, c'est qu'on dit la même chose en disant qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de partir d'une échelle territoriale beaucoup plus fine que l'échelle de la région, qui aujourd'hui est une échelle trop large. Alors, je dépasse complètement mon rôle et j'en ai conscience. Donc, mais c'est juste mon constat d'observation après ces 5 années à la CNDP. C'est que surtout dans ces grandes régions, parce que Occitanie est relativement grande, mais alors Nouvelle-Aquitaine, c'est encore pire, elles sont trop éloignées de la connaissance experte du terrain et pour ça, les SRADET, par exemple, ça reste des schémas qui sont très éloignés des réalités du territoire. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'Occitanie aussi, c'est le fait que contrairement à la Nouvelle-Aquitaine qui a créé son mini-GIEC et essayé de faire des conclusions de leur rapport, des prescriptions politiques, en Occitanie, le mini-GIEC s'est créé, mais à l'initiative des scientifiques locaux et cherche à rester relativement indépendant ou éloigné du pouvoir exécutif régional. Oui. Il n'y avait aucune considération politique dans mes propos. Hein. J'insiste. J'insiste. Y a-t-il d'autres questions ou remarques au sein de l'auditoire clairsemé? Oui, Stéphane Signoret, je veux bien dire un mot, s'il te plaît, si vous m'entendez bien. C'est bon ? Oui. Oui, il n'y a pas longtemps, j'avais assisté au Forum des jeunesses et je me suis posé la question en voyant tous ces jeunes écouter quelques éléments sur les scénarios prospectifs, que ce soit de RTE, de l'ADEME, voire même de Négawatt. Si tous ces éléments avaient encore bien du sens pour la population. Enfin, autant moi, je trouve que c'est très important d'avoir ces scénarios prospectifs. Ils donnent une vision un peu sur l'avenir et sur les possibilités. Mais j'ai vraiment de plus en plus de doutes sur le fait que ça parle aux gens. Enfin voilà, c'est un avis tout personnel, mais je ne sais pas si au cours des nombreux débats ou choses qui s'en rapprochaient, comment vous voyez, vous y percevez un peu la façon dont je parle vraiment du grand public, peut comprendre ces choses-là. Enfin, vous évoquiez tout à l'heure les amendements qui parfois font état d'une faible confiance dans le public pour comprendre tout ça. Bon, moi, je pense qu'il peut, mais voilà, du coup, c'est vrai que parfois, ça pose question. Je ne sais pas ce que vous en pensez en particulier. Oui, alors je partage complètement. Le public, il peut largement, puisqu'en fait, ce qu'on lui demande, c'est quand même d'abord d'apporter sa vision et politique et pratique, mais il peut largement, simplement, effectivement, quand on lit ces différents scénarios et même leurs résumés, ils sont vraiment très, très peu accessibles. Ils sont très peu intelligibles. Il faut à chaque fois les retranscrire, les retraduire pour qu'ils soient accessibles. Donc là, j'allais dire que le défaut ne vient pas tant du public et de sa capacité à comprendre que des émetteurs et des décideurs, et là en l'occurrence ADEME ou RTE, et leur volonté, leur capacité à se rendre compréhensible et intelligible pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce qui effectivement conduit souvent, et notamment quand on demande à un public d'arbitrer entre différents scénarios, c'est là où, en termes d'outils, de méthodologie de participation, le principe d'une forme de convention citoyenne, c'est-à-dire d'un groupe tiré au sort, est beaucoup plus adapté qu'une forme de débat très grand public. Parce que pour un débat très grand public, il faudrait vraiment simplifier ces documents et puis amener le public à avoir cette information pour s'exprimer sur certains sujets. Mais par contre, si vous voulez vraiment demander à un public quel scénario vous privilégiez et quelles recommandations, quelles propositions vous faites du coup pour mettre en œuvre ce scénario,
alors là, il faut un travail délibératif et pas uniquement participatif, qui soit beaucoup plus approfondi et qui suppose cette méthode de convention citoyenne avec un temps de formation, un temps de délibération extrêmement encadré, et puis un temps d'élaboration d'une délibération. C'est un petit peu ce que la Commission avait fait à l'occasion du débat public sur la PPE avec la fameuse réunion des 400. Oui, le G400, le fameux G400, effectivement, c'est ce qu'on avait fait. À l'époque, c'était pour prioriser, en fait, les objectifs de la politique. Ça nous avait d'ailleurs permis d'aborder un petit peu la question nucléaire, mais c'était effectivement un des enjeux majeurs, c'était bien de prioriser, de hiérarchiser. C'est ce qu'on avait fait, si vous vous souvenez, on avait fait un tirage au sort 150 citoyens pour la PAC, la politique agricole commune, où là, en fait, on leur avait demandé, de dire quelles devaient être les priorités de la PAC, en tout cas du plan stratégique national, donc le plan français d'application de la PAC, donc quelles devaient être ces priorités, et ensuite de voir si on pouvait hiérarchiser ces différentes priorités. Et là, ce qui était super intéressant, c'est que le public a bien identifié un certain nombre de priorités, mais il a refusé de les hiérarchiser. Il a refusé de dire telle question doit prendre le pas sur telle autre question. Il y a je rebondis sur la question de Stéphane et je lui adjoins un soupçon d'actualité. Je reviens un petit peu au rapport de synthèse du GIEC. S'il y a bien un document qui est parfaitement inintelligible, déjà pour les journalistes plus spécialisés que pour le grand public, c'est bien les rapports du GIEC. Je demande même à qui il s'adresse, puisque je ne connais pas beaucoup de politiques qui a lu ne serait-ce que les rapports de synthèse. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas intéressant que j'imagine l'État ou un service public quelconque se saisisse déjà de la traduction en bon français de ce genre de document et puis d'une synthèse intelligible, parce qu'on va parfois fleurir rédigé par ou des associatifs ou des bénévoles qui font ça, mais est-ce que on avait fait ça, je crois, pour le premier rapport d'évaluation en 1990. Depuis, c'est complètement tombé à l'eau. Et comment informer les entreprises, les grands publics, si le texte lui est parfaitement indigeste? Oui, ça m'a beaucoup étonné, effectivement, le dernier rapport du GIEC, si vous le cherchez alors vous pouvez le trouver dans sa version originale, la synthèse la synthèse aux décideurs, comme vous dites, même les décideurs, c'est dur, et l'ensemble des documents. Mais effectivement, en fait, vous ne trouverez pas de synthèse intelligible accessible sur le site du ministère. Ça m'avait beaucoup choqué. Du coup, si vous avez des copains qui sont un peu dans le domaine, vous les appelez, vous leur demandez de décrypter les rapports. Mais sinon, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se fait dans les rapports. Donc oui, ce serait important, et c'est sa mission au ministère, de faire cette fameuse synthèse, avec néanmoins toujours la même difficulté, c'est que pour le public, comme le ministère est jugé parti, les informations qui émanent du ministère sont toujours regardées avec une certaine suspicion. Et là, je retombe sur notre problème qu'on a de manière un peu récurrente, qui est d'avoir des instances d'expertise et donc de facilitation de l'information qui soient clairement reconnues par tout le monde et par le public. Et voilà. Et donc, je retombe toujours sur cet écueil, sans vouloir polémiquer, évidemment, c'est pas l'objectif, mais dans le débat nucléaire, quand on demande une expertise à l'IRSN, elle est respectée. C'est vraiment des documents qui sont, quand ils sont mis sur la table du débat public, personne ne dit non, mais là, cette expertise, elle est partisane, donc elle est vraiment respectée. Et toujours sans vouloir polémiquer. Ce fut longtemps le cas aussi de l'ANSES, mais à partir du moment où on a donné un rôle décisionnaire à l'ANSES, tout de suite, évidemment, il y a eu de la polémique. Donc, garantir l'indépendance des instances d'expertise pour leur permettre un peu d'être ces instances de production d'informations et de vérification de l'information, aujourd'hui, ce serait vraiment important. Moi, pendant que j'étais ministre, j'avais rêvé d'un truc, mais du coup, ça s'est un peu créé après, mais qui était d'essayer de faire un espèce de haut conseil des sages complètement pluraliste.
c'est-à-dire qui rassemble des compétences dans plein de domaines, l'eau, la biodiversité, l'énergie, les sols, enfin tous ces sujets, pour que en fait les pouvoirs publics, là à l'époque pour moi l'idée c'était plus que le chef de l'État, le Premier ministre, les décideurs sont un peu plus éclairés sur les informations dont on dispose, les interactions, les effets écosystémiques des décisions qu'on peut prendre. Donc j'avais rêvé de ça. Mais je vois qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est quand même nettement approfondi. Et en fait, on ne peut pas faire de bons débats publics, on ne peut pas faire de bonnes concertations si, à la base, la question de l'information n'est pas réglée. Si, à la base, les gens ont le sentiment de ne pas avoir accès à toutes les informations ou que les informations sont biaisées, bien évidemment, ils vont considérer que le reste du débat est biaisé. Donc, on a là un sujet central. C'est probablement un écueil pour la CNDP qu'elle ne peut pas complètement résoudre, parce que comme c'est une instance neutre, elle n'a pas le droit d'avoir de l'expertise sur les questions qui lui sont soumises. Elle peut avoir de l'expertise pour la participation, mais par exemple, si on fait un débat sur le nucléaire, c'est pas un expert du nucléaire qui va le présider. Du coup, on est un peu aujourd'hui dans une situation tout à fait inconfortable autour de cette question. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations? Chers confrères, chers consoeurs, je vous conseille. Alors, moi, j'en ai une. J'en reviens toujours à ma monomanie climateuse. Il y a une chose qui n'apparaîtra sans doute pas dans le rapport de synthèse du 6e rapport d'évaluation, qui est pourtant un truc qui figure dans le rapport du groupe 3, qui est sur la gouvernance climatique. Et les climatologues se sont amusés à regarder quelles sont les meilleures ou les moins mauvaises gouvernances pour le climat. Et d'après leurs études, ça ressemblerait à une démocratie, ce qui est rassurant, dont les représentants seraient élus à la proportionnelle. Dans ces élus, il y aurait une petite dose, voire une grande dose d'élus écologistes. Et puis, d'une façon ou d'une autre, les lobbies industriels seraient quand même un petit peu muselés. C'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez ou vous trouvez ça un peu radical? Là, vous allez sur un terrain politique qui n'est vraiment pas vous l'avez abordé aussi, le côté politique. Oui, mais de manière très, très soft, en lien direct avec la question de la participation. Donc, c'est évidemment beaucoup plus… Là, c'est autre chose de dire que ça suppose effectivement des évolutions politiques. Là, je peux pas répondre à cette question parce que je vais sur un terrain qui n'est pas le mien. Et je ne fais pas. Mais je me serais voulu ne pas avoir essayé. Au moins, vous avez essayé. Enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est dans le rapport 3 et c'est le chapitre 13.3.2. J'ai vu un article tout à fait récent qui critiquait en fait, pardon, je vous pose la question, mais qui critiquait la méthode d'élaboration du rapport de synthèse du GIEC, justement, qui va être publié aujourd'hui. En disant qu'en fait, c'était cette synthèse, elle supposait un réinvestissement des différents États et que c'est quelque chose qui avait été créé sous la pression de différents États qui étaient plutôt climato-sceptiques. Mais voilà, j'en savais pas plus sur le sujet, donc je vous pose la question. Tous les rapports pour décideurs sont rédigés de la même façon. Sauf le premier. C'est une confrontation entre les climatologues et les représentants des États. Il y a un dialogue qui parfois est franc et viril, comme on dit en rugby. Mais là où il y a la ligne rouge, c'est que jamais on ne peut ajouter quelque chose dans le rapport pour les décideurs ni dans la synthèse qui ne soit pas dans le rapport originel. On peut biffer, on peut éluder, mais on ne peut pas ajouter des choses qui n'y sont pas. Alors, oui, pardon. Il y avait une remarque dans l'article de Sylvestre Huet qui faisait un peu un point sur justement les derniers rapports avant cette synthèse et qui disait que dans le premier rapport, celui de 90, à la différence des autres, il y avait eu des prescriptions de la part des scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas contentés de faire un constat, mais ils avaient effectivement aussi donné des indications. Et finalement, toutes ces prescriptions ont été méprisées.
Et à partir du deuxième rapport, le GIEC n'a plus fait de prescription, a seulement donc fait des constats. Bon, voilà. Alors, moi, je pense que c'est très intéressant, au contraire, de redonner aux scientifiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'il y a des scientifiques qui reprennent ce pouvoir sur le politique, enfin, qui dénoncent la soi-disant neutralité de la science. Et il serait peut-être intéressant dans les 10 ans qui viennent justement revoir un peu les rapports du GIEC à l'aune de certaines prescriptions. Dans le dernier rapport, il n'y a pas vraiment de prescription. Simplement, ils disent, chiffre à l'appui, que l'énergie éolienne et photovoltaïque contribuera 10 fois plus que l'énergie nucléaire à la décarbonation du système énergétique. Oui, mais c'est différent, par exemple, de la proposition du rapport 1, où on commençait à parler du problème du commerce, on parlait de problèmes beaucoup plus géopolitiques. Si tu veux, là, tu cites des solutions qui sont techniques et en lien direct avec les émissions, mais qui ne sont pas d'ordre sociétal. Or, le constat est sociétal, mais la prescription ne l'est pas. Enfin, je t'invite à relire le troisième rapport qui a 2500 pages de solutions sociétales. On ne les présente pas comme des solutions, mais on parle de finances, on parle de commerce international, on parle d'urbanisme, on parle de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de bilan sur que sont devenues ces prescriptions. Ce n'est pas l'objet du rapport. Ce n'est pas l'objet du rapport. Y a-t-il d'autres questions dans tous les sens? On aurait tout abordé? C'est pas possible. En 3 quarts d'heure? Non. Le discours était déjà complet. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Écoutez, si tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire. Après, ça va être compliqué. Sans regret. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir accordé du temps. Et à bientôt, j'espère, dans d'autres fonctions. Oui, j'espère aussi. Continuez bien à effectivement informer, travailler avec la CNDP, contribuer à tous ces débats parce que votre appui nous est indispensable. Bon. Et réciproquement, la tenue de débats publics nous aide souvent à mieux comprendre les choses. Alors, l'année prochaine, là, il va y avoir le débat sur l'eau, le CEDIF, donc Syndicat des eaux d'Île-de-France. Ça ne concerne peut-être que l'Île-de-France, mais en réalité, pas du tout, parce que la vraie question que pose ce projet, en fait, c'est que le traitement de l'eau en aval qu'il propose est un traitement énergivore qui implique des prélèvements en eau supplémentaires et surtout qui coûte beaucoup plus cher pour le consommateur. Donc, ce projet là où c'est intéressant, c'est voilà, où est-ce qu'on est prêt à mettre le curseur entre ce qu'on va faire payer aux consommateurs ou la prévention en amont de ces pollutions dans l'eau. Donc ça, c'est un débat qui, en plus, va permettre aussi d'éclairer toutes les questions du prix de l'eau et ça tombe bien après le rapport de la Cour des comptes. Il va y avoir tous les débats publics sur les documents stratégiques de façade et l'intégration de la planification de l'éolien en mer dans ces documents stratégiques de façade. Potentiellement, je ne sais pas si ça donnera lieu à un débat public, mais il y aura la mine de lithium. Donc voilà, il y a quand même des beaux sujets qui s'annoncent. Absolument. Il y a du grain à moudre. Oui, exactement. Un grand merci à nouveau de nous avoir accordé du temps et puis à très bientôt.